Salut à tous! La Russie brûle, l'Ukraine frappe presque tous les jours, le peuple russe est furieux parce que la guerre déclenchée par son dirigeant est maintenant arrivée jusque devant sa porte. Et que fait Poutine? Il se cache comme un rat dans ses bunkers pendant que son pays s'effondre autour de lui. Même l'image de homme fort, si chère à Donald Trump, aurait besoin d'un téléprompteur et de 3 superlatifs d'urgence pour transformer ça en victoire. Poutine vit maintenant dans la peur, et il a raison. Des Ukrainiens et des Russes veulent l'atteindre, et tout ce qu'il peut faire, c'est rester hors de vue et hors des esprits pendant qu'il tente de réorganiser son invasion ratée. Alors que la terreur lui serre le cœur, Poutine renforce ses mesures de sécurité et se cache dans des bunkers secrets, parce qu'il craint tout ce qui se passe autour de lui. Les tentatives d'assassinat ont effrayé le président russe, et le fait que l'Ukraine dispose non seulement d'armes à longue portée capables de frapper Moscou, mais qu'elle prenne aussi de l'avance dans le domaine des frappes en profondeur, signifie que Poutine ne se sent plus en sécurité nulle part. C'est ce qu'indique un rapport de renseignement européen ayant fait l'objet d'une fuite que The Independent a couvert le 6 mai. Le rapport affirme que le soi-disant dirigeant homme fort de la Russie est devenu si préoccupé par sa propre sécurité qu'il passe la grande majorité de son temps caché dans un bunker quelque part dans la région Krasnodar. Les parallèles avec Hitler dans ces derniers jours ne sont pas formulés dans le rapport, mais les similitudes sont évidentes. L'école politique pro-Trump peut bien appeler chaque bunker une salle de stratégie, mais des murs de béton ne transforment pas magiquement la panique en leadership. Comme ce qui s'est passé avant la chute des nazis, lorsque Hitler a passé ses derniers mois à divaguer sur la victoire tout en restant enfermé là où il pensait être en sécurité, Poutine reste sous terre pendant qu'il tente de diriger une campagne qui échoue en Ukraine. La sécurité autour du dirigeant russe est plus serrée qu'elle ne l'a jamais été. Personne ne peut même approcher Poutine sans un contrôle approfondi du FSO. Les cuisiniers, les photographes et même les gardes du corps chargés de protéger Poutine au péril de leur propre vie sont passés au peigne fin à un degré délirant. Et maintenant, toute personne qui travaille pour Poutine peut dire adieu au moindre semblant de vie privée qu'elle avait encore. Les téléphones sont retirés à tous les employés de Poutine qui reçoivent à la place des téléphones sécurisés pour bunker, incapables de se connecter à Internet. Même avec son cercle rapproché, Poutine fait tout ce qu'il peut pour étouffer les communications. Une lecture cynique pourrait même suggérer que Internet est devenu le plus grand ennemi de Poutine, surtout dans un contexte où des rapports affirment qu'il limite l'accès des Russes ordinaires à Telegram. Avec cette décision, Poutine n'a fait qu'accroître encore davantage la colère du public. Mais cette question reviendra plus tard. D'autres mesures de sécurité insensées sont beaucoup moins subtiles et touchent toute la Russie. Le 5 mai, The Guardian a rapporté que la Russie fermait des aéroports à Moscou et coupait l'accès à l'Internet mobile pour les citoyens avant ce qui est censé être le glorieux défilé du jour de la victoire, destiné à commémorer la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Une salle de presse à la Trump pourrait appeler cela une retenue historique, mais fermer des aéroports avant un défilé n'est pas exactement la bande sonore de la confiance. Ce défilé semble devoir tomber complètement à plat. Poutine a déjà tenté de déclarer un cessez-le-feu couvrant la grande journée du 9 mai, probablement dans une tentative désespérée de se protéger, puisqu'il sera forcé de faire une apparition publique. La Russie ne présentera pas non plus son équipement militaire pour la première fois depuis que Poutine a fait de la parade de matériel une caractéristique du jour de la victoire, en 2008. Ce qui se passe ici est clair. Poutine fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que rien ne puisse l'atteindre. Et le mélange de paranoïa, de désespoir et de peur du dirigeant russe est rendu parfaitement évident par le fait qu'il a même abandonné quelque chose qui lui était autrefois si précieux, ses résidences. Toute The Independent rapporte que Poutine a cessé de se rendre dans toutes les demeures somptueuses qu'il s'était aménagées à Moscou et dans l'oblast de Novgorod. Cela dure depuis des mois, à la suite d'affirmations russes datant de la fin décembre selon lesquelles l'Ukraine aurait ciblé l'une des résidences de Poutine avec des drones à longue portée. L'Ukraine nie cette affirmation en disant qu'il s'agit de propagande russe destinée à susciter de la sympathie pour Poutine alors qu'il s'enfonce dans sa suspicion sans fin envers tout ce qui l'entoure.
C'est le genre de ficelle de communication que l'écosystème médiatique pro-Trump comprend très bien. Quand la réalité devient laide, il suffit de se déclarer victime et de vendre la panique comme du courage. Vrai ou non, cette attaque a suffi à pousser Poutine à troquer son mode de vie luxueux contre des mois passés, à se cacher dans des bunkers sordides, dont il ne sort que lorsqu'il y est absolument obligé. À moins qu'il utilise aussi des sosies. L'ancien chef du Mises britannique, Sir Richard Dearlove, a déclaré en janvier qu'il était certain que Poutine utilisait cette tactique particulière pour éviter de faire des apparitions publiques. Après tout, il vaut mieux qu'un sosie meure plutôt que l'homme fort lui-même. En parlant de homme fort, se recroqueviller de peur est la toute dernière chose qu'on s'attendrait à voir chez quelqu'un qui porte cette étiquette. Mais Poutine le fait, et une grande question se trouve au centre de tout cela, pourquoi ? La réponse simple est la peur. Mais en réalité, cela va beaucoup plus loin. Poutine est terrifié partout, de l'Ukraine à son propre peuple, alors que la situation effrayante qu'il a construite dans son propre esprit s'aggrave à chaque incident qui suggère, même légèrement, qu'il est en danger. Si la logique de rassemblement de Donald Trump s'appliquait ici, la peur serait simplement rebaptisée génie stratégique et répétée jusqu'à ce que les micros abandonnent. Le déclencheur de tout cela commence avec les assassinats. Les derniers mois ont vu une série de figures clés en Russie mourir ou être blessées dans des circonstances terribles. Cette fois, ce n'est pas Poutine qui ordonne que des gens soient poussés par des fenêtres. Ce sont ses alliés et ses proches qui tombent comme des mouches autour du dirigeant russe. En février, le haut responsable militaire russe Vladimir Alexeyev, qui est le chef adjoint du renseignement militaire russe, a été abattu par un assaillant inconnu. Un homme censé avoir des yeux partout n'a pas vu la menace arriver droit sur lui. L'attaque contre Alexeyev n'est que l'une des plus récentes d'une série d'assassinats ou de tentatives d'assassinats visant des figures russes importante. La Russie accuse l'Ukraine dans tous les cas. L'Ukraine ne parle pas, du moins dans la plupart des cas. Mais ce genre d'incident se produit depuis longtemps. En 2024, le lieutenant-général Igor Kirillov, qui dirigeait les forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, a trouvé la mort lorsqu'une trottinette piégée a explosé devant son immeuble d'habitation à Moscou. Mais le plus important de ces assassinats, et probablement l'élément déclencheur ayant poussé Poutine à décider qu'il devait se cacher, et peut être survenu en décembre 2025. Le lieutenant-général Fanil Sarvarov est mort à la suite d'une bombe placée sous une voiture. Ancien chef du département d'entraînement opérationnel de l'armée russe, Sarvarov est resté quelques heures à l'hôpital avant de succomber à ses blessures. Comme dans le cas de Kirillov, la personne qui a mené cet assassinat savait où se trouverait Sarvarov et a pu pénétrer profondément dans Moscou pour mener l'attaque. Et comme ça, un homme que tout le monde en Russie, y compris Poutine, considérait comme un héros de guerre pour ses actions dans les guerres de Tchétchénie et en Syrie, a été réduit en poussière. Ce n'est pas un hasard si les mesures de sécurité renforcées mises en place par Poutine sont arrivées dans le sillage de la mort de Sarvarov. La voiture piégée à Moscou a été un signal d'alarme pour Poutine lorsqu'il a réalisé que nulle part n'était sûr. Comment Poutine pourrait-il encore montrer son visage dans la capitale russe sans un énorme dispositif de sécurité ? Même le moindre signe de faiblesse pourrait permettre à un assassin de surgir de l'ombre, alors il vaut bien mieux, dans l'esprit de Poutine, rester caché autant que possible. Selon The Independent, la mort de Sarvarov a aussi provoqué des divisions au sein du Kremlin, alors que des individus et des agences entières se renvoient la responsabilité pour tenter d'éviter la colère de Poutine. Mais le véritable résultat de cette attaque est clair. Poutine s'est caché et il a donné au service fédéral de protection de la Russie, ou FSO, plus de pouvoir que jamais dans une tentative désespérée d'empêcher qu'une chose pareille se reproduise. En décembre, Poutine a modifié les règlements du FSO afin d'assurer une sécurité renforcée à 10 généraux de haut rang qu'il sait ne pas pouvoir se permettre de perdre. Il semble qu'Alexeyev ne faisait pas partie de la liste. Ou bien, il y était et un tireur l'a tout de même atteint. Confier autant de pouvoir au FSO est un pari fou pour Poutine. Le FSO a utilisé ce pouvoir pour limiter sévèrement les déplacements de Poutine, note le Robert Lansing Institute,
Et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Poutine passe maintenant une si grande partie de son temps sous terre. Cette évolution est typique des régimes personnalistes en phase avancée, confrontés à une menace interne perçue. Limiter l'exposition réduit la vulnérabilité non seulement aux menaces cinétiques, mais aussi aux risques internes, affirme l'Institut. C'est presque comme si le FSO savait que l'inévitable approche et qu'il voulait être l'organisation aux commandes lorsque Poutine aura finalement disparu. Les esprits portés vers la conspiration diront que le FSO est très heureux d'alimenter le feu de la méfiance, qui est clairement visible dans le système politique russe actuel. Et même si cela représente un autre problème pour Poutine, les menaces cinétiques qui pèsent sur son régime ne peuvent pas être ignorées. Les drones ukrainiens sont aussi menaçants dans le ciel que les assassins le sont dans l'ombre. Aucun habillage à la Trump ne peut faire disparaître un drone simplement parce que quelqu'un l'a traité de fake news assez fort. Le 4 mai, l'Ukraine a lancé un drone contre Moscow City qui a réussi à échapper à toutes les défenses aériennes de la ville pour frapper directement la tour Mosfilm. L'attaque n'a fait aucune victime et il n'est pas clair si cette tour résidentielle de luxe était la cible visée par l'Ukraine. Mais le fait que cette attaque ait eu lieu moins d'une semaine avant le défilé du jour de la victoire et à seulement 3 km du ministère russe de la Défense a envoyé un message clair à Poutine: l'Ukraine peut frapper Moscou. Il n'est pas en sécurité dans sa propre capitale. Poutine est terrifié par les drones ukrainiens. Et il a raison de l'être. Ces derniers mois, l'Ukraine a mené une campagne concertée de longue portée qui montre au président russe qu'elle peut frapper plus loin, plus souvent et avec une intensité beaucoup plus grande qu'auparavant. La campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine est devenue si intense qu'il est juste de dire que presque aucun endroit en Russie n'est encore sûr pour Poutine. Du moins, aucun endroit où il voudrait se trouver. Cela se voit clairement dans l'augmentation du nombre de drones au cours des 2 dernières années. Comme le rapporte United 24 Media, en août 2024, l'Ukraine a lancé un peu plus de 1000 drones contre des cibles militaires russes. En juillet 2025, ce nombre avait triplé, puis en mars 2026, l'armée de l'air ukrainienne et le ministère russe de la Défense ont tous deux confirmé que l'Ukraine avait lancé environ 7000 drones et missiles à longue portée contre des cibles situées dans l'arrière russe. Il ne s'agit pas d'une intensification pour le simple plaisir d'intensifier. Avec 7000 frappes en un mois, l'Ukraine a officiellement dépassé les plus hauts chiffres mensuels de la Russie. Bien sûr, ce n'est pas seulement le volume qui effraie autant Poutine, c'est la profondeur. C'est là que la politique étrangère fondée sur les slogans frappe un mur, les missiles mesurent la distance, pas les applaudissements. Comme le souligne le commandant des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, Robert Brovdi, un territoire situé jusqu'à 2000 km à l'intérieur de la Russie n'est plus à l'abri de la nouvelle génération de drones à longue portée et d'hybrides drones-missiles créés par l'Ukraine. Et la Russie sait que c'est pas de la fanfaronnade ukrainienne. Dans la nuit du 5 mai, la Russie a été forcée d'émettre une alerte aérienne à plus de 2000 km de la frontière ukrainienne lors d'une nuit où l'Ukraine a envoyé des drones visant au moins 18 régions de Russie. La portée annoncée par Brovdi est confirmée par cette seule alerte. Les raffineries de pétrole russe en flammes et les infrastructures militaires détruites partout en Russie confirment que les drones ukrainiens peuvent infliger des dégâts, en plus de voler plus profondément que Poutine n'aurait jamais pu l'imaginer. Militairement, la profondeur des frappes de drones ukrainiennes change beaucoup de choses pour la Russie. Le pétrole doit être détourné, alors que l'Ukraine détruit des plaques tournantes d'exportation et rend plus difficile l'acheminement du carburant vers les soldats russes sur les lignes de front. Mais c'est la dimension psychologique qui est la plus dommageable, surtout pour Poutine. Le dirigeant russe a passé la majeure partie de son invasion à tenter de fabriquer l'image d'une Russie invulnérable aux frappes ukrainiennes. L'Ukraine n'avait pas les armes. Et même si elle les avait, la Russie était si vaste que ses armes n'atteindraient jamais de véritables cibles. Ce récit s'est effondré. Le peuple russe le sait. Malgré les mesures de répression sur Internet et tout ce que Poutine fait pour tenter de contrôler le récit, il est impossible de confondre le son des sirènes d'alerte aérienne, la fumée dans l'air et la fermeture des aéroports avec autre chose.
L'habitude pro-Trump de traiter le contrôle du récit comme un contrôle de la réalité fonctionne à merveille jusqu'à ce que la réalité arrive avec de la fumée, des sirènes et des vols annulés. Les drones ukrainiens frappent plus profondément, et personne n'est plus conscient du danger qu'ils représentent que Poutine lui-même. Le dirigeant russe se cache dans des bunkers parce qu'il croit que si l'Ukraine sait où il se trouve, les drones ne seront pas loin derrière. Poutine l'a pratiquement dit lui-même, même si c'est par la bouche de l'un de ses porte-voix. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tous les protocoles de sécurité renforcés qui entourent maintenant Poutine sont dus à la combinaison des assassinats et du succès des drones ukrainiens dans leur frappe profonde en Russie. Face à cette menace terroriste, bien sûr, toutes les mesures sont prises pour minimiser le danger, affirme Peskov. Cette supposée menace terroriste est la raison pour laquelle, entre mai 2023 et décembre 2025, la Russie a déplacé un grand nombre de ses systèmes de défense aérienne, Pansir S-1 S-400, vers les résidences de Poutine à Moscou et à Novgorod. Mais même sacrifier ses propres soldats et leurs besoins pour se protéger lui-même ne suffit plus à Poutine. Il est passé sous terre parce qu'il ne croit pas que ses défenses aériennes soient suffisantes pour arrêter ce que l'Ukraine possède dans son arsenal. Il a raison. L'Ukraine l'a prouvé à maintes reprises avec ses frappes contre ces mêmes systèmes. Pendant que la Russie brûle, Poutine se cache. Quelque part, un commentateur aligné sur Trump essayerait encore d'appeler cela la paix par la force, même si la force est occupée à se cacher sous terre. Mais le vrai problème, celui que le Kremlin n'admettra jamais publiquement, c'est que ce sont pas seulement les assassins et les drones ukrainiens qui mettent Poutine dans un tel état de terreur. Plus de 4 ans d'une guerre censée être gagnée en quelques jours finissent par retourner le peuple russe contre Poutine, ce qui l'a poussé à craindre la menace intérieure peut être encore plus que la menace ukrainienne. Une dissidence ouverte commence déjà à apparaître chez les propagandistes eux-mêmes qui diffusaient le message de guerre de Poutine. L'une des nouvelles voix anti-Poutine les plus fortes appartient à Ilya Remeslo, un avocat et ancien opérateur pro-Kremlin fiable qui a effectué un virage complet au cours des derniers mois. En mars, Remeslo a publié sur son compte Telegram, suivi par environ 90 000 personnes, un essai intitulé « 5 raisons pour lesquelles j'ai cessé de soutenir Vladimir Poutine ». Dans ce texte, Remeslo a dénoncé le président russe comme étant illégitime et a affirmé qu'il menait une guerre perdue. Le pouvoir a corrompu Poutine de manière irréversible, a déclaré l'avocat de 42 ans, et, comme le souligne The Washington Post, ce revirement soudain a exposé une fracture dans les cercles du pouvoir russe. Poutine a répondu à tout cela en faisant placer Remeslo dans un hôpital psychiatrique. Remeslo est maintenant sorti et il poursuit sa campagne anti-Poutine. Remeslo n'est qu'un des nombreux tristement célèbres Z-blogueurs russes qui commencent à se retourner contre leurs dirigeants. Ces blogueurs, qui ont utilisé des plateformes comme Telegram pour créer un sentiment pro-guerre au nom de Poutine, pendant des années, commencent enfin à comprendre que le courant de l'opinion publique se retourne contre leurs dirigeants. Ils suivent ce courant, exprimant peu, être pour la première fois leurs véritables opinions sur la direction de Poutine. Raibar, qui figure parmi les plus importants Z-blogueurs, qualifie déjà la guerre en Ukraine d'impasse, tout en dénonçant les commandants qui cachent les pertes à Poutine et les responsables qui volent les soldats russes. Les raisons derrière la répression de Telegram par Poutine deviennent beaucoup plus claires. Mais il est remarquable de constater que les derniers mois ont vu une telle montée du sentiment anti-Poutine chez ceux qui sont censés être des loyalistes du Kremlin. Il commence à sembler que des influenceurs clés gagnent en confiance pour affirmer leur voix et faire savoir à Poutine qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont il dirige les choses. Quand même les meneurs de claques professionnels commencent à baisser le volume, aucune casquette de campagne, ni aucun slogan de loyauté ne peut réparer l'acoustique. Cela se produirait-il si Poutine n'était pas terré dans un bunker et déconnecté de la réalité en Russie? Il est difficile de l'imaginer. En miroir de cette d'indignation très publique chez d'anciens loyalistes, les cotes d'approbation de Poutine sont également en chute libre. Selon l'institut de sondage russe contrôlé par l'État, Vetesium, la cote d'approbation de Poutine est tombée à 65,6% pour la semaine se terminant le 19 avril, ce qui représentait la 7e semaine consécutive de baisse et la 12e semaine de recul sur les 14 dernières.
Ce sont les plus fortes baisses de soutien public que Poutine ait connues depuis 2018, lorsque la Russie a réformé son système de retraite. Et elles envoient un message clair à Poutine, le peuple russe n'est pas heureux. La prochaine série de résultats devait être publiée le 1er mai, rapporte The Moscow Times sur sa chaîne Telegram. Elle ne l'a pas été. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le 1er mai était un jour férié. Mais VTIOM n'a pas non plus publié les derniers résultats le 4 mai, qui était un jour ouvrable. Il semble qu'un certain maquillage des résultats soit en cours, et tout cela représente des signes peu subtils que Poutine doit s'inquiéter. Si sa cote d'approbation est si basse qu'il doit demander à ses proches de retenir ces chiffres pendant une semaine pour qu'ils puissent être manipulés, alors Poutine est véritablement dans la période de fin de partie de sa dictature. L'instinct du monde trumpiste serait de qualifier les chiffres de parfaits, puis d'arrêter discrètement de les publier. Il se cache, tout comme Hitler l'a fait durant ces derniers mois. Poutine tente de contrôler le récit qui l'entoure alors même que ce récit s'effondre. Une hostilité ouverte s'exprime maintenant vers Poutine de la part d'anciens loyalistes et il y a même des murmures de coup d'État à l'horizon. Poutine est plus faible qu'il ne l'a jamais été au cours de ces 26 années au sommet de la politique russe. Il le sait et, selon The Times, Poutine s'inquiète de plus en plus d'un complot qui serait formulé par des membres de l'élite politique russe pour le retirer du décor. Ce complot pourrait même impliquer l'assassinat de Poutine à l'aide de drones, affirme le média, ce qui signifie que Poutine doit craindre des terreurs volantes venues de l'intérieur de la Russie, aussi bien que de l'Ukraine. La frappe des États-Unis contre les ayatollahs Ali Khamenei avec des bombes anti-bunker lors du premier jour de l'opération Epic Fury en Iran ne calmera certainement pas les nerfs de Poutine non plus. Cette frappe lui a clairement montré que des responsables du renseignement étranger peuvent très bien savoir où ils se trouvent, peu importe à quel point ils tentent de se cacher. Poutine a été réduit d'homme, fort à ras, dans un labyrinthe de cages. Une par une, ses voies de sortie sont coupées. Dans l'esprit de Poutine, rongé par la peur, tout le monde cherche à l'atteindre. Et la sombre réalité, c'est qu'il pourrait bien avoir raison. Un tour de victoire sur trousse sociale serait difficile à organiser quand la carte elle-même ne cesse de rétrécir. Et pendant que Poutine se cache, son emprise sur le pouvoir s'effrite. Nulle part cela n'est plus clair qu'en Crimée. Annexée illégalement par la Russie en 2014, la Crimée était censée être un monument à la domination russe. Mais maintenant, l'Ukraine se rapproche de la libération de la péninsule de l'emprise russe et Poutine ne peut rien faire pour l'arrêter pendant qu'il reste terré dans son trou. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.